Rebonjour, on va commencer la séance et vous parler des problématiques autour de la collecte, donc à deux voix. Je vais d'abord vous présenter un petit peu nos travaux autour du module de collecte dans Vitam, et ensuite les ministères sociaux vous feront un retour d'expérience sur on va dire la prise en charge d'archives électroniques aux ministères sociaux. Alors, moi je vais vous parler un petit peu de comment on a abordé la collecte d'archives dans Vitam. Donc, tout d'abord en revenant sur des constats et des enjeux autour de cette problématique. Alors, premier constat, c'est que la collecte d'archives électroniques peut s'avérer complexe. Elle demande de multiples interventions, parfois beaucoup d'échanges, notamment avec un nouvel interlocuteur jusque-là inconnu quand on est sur la prise en charge d'archives papier, à savoir des services informatiques. Parfois, cette collecte peut s'avérer également chronophage, notamment quand on doit archiver un système d'information qui est non documenté, à savoir qu'est-ce qu'on récupère, quels types de fichiers sont gérés par le SI. Et on voit de temps à autre aussi qu'il y a une perte de la relation avec le service producteur dans ce contexte d'archivage électronique. Enfin, cette collecte, parfois, elle est non sécurisée. Je pense que ça vous est déjà arrivé pour ceux qui ont déjà fait de la collecte d'archives, finalement, de vous pointer chez un service producteur avec une clé USB ou un disque dur non sécurisé pour récupérer à la dernière minute une arborescence bureautique. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième, c'est que maintenant, on a plusieurs années de retour d'expérience de systèmes d'archivage électronique en production. Et à ce jour, je pense que globalement, la plupart d'entre eux ont très peu de données archivées dans leur système de conservation. Ce qui signifie que, de facto, il y a encore beaucoup d'archives à collecter, et donc de beaux jours devant nous, pour faire de l'archivage de données électroniques. Un des enjeux autour de la solution logicielle Vitam, ça a été de simplifier la collecte, en sachant qu'au départ, dans Vitam, c'est un back-office. Donc le back-office, qu'est-ce qu'il accepte? C'est des paquets d'archives formalisés en XML CEDA. Donc un des premiers problèmes pour l'archiviste, c'est de connaître le modèle de données du CEDA, qui est réglementaire, dans notre contexte d'archivage public, pour pouvoir constituer ces paquets d'archives. Une des premières réponses du programme Vitam a été de mettre en place d'abord un ancêtre de RICIP, à savoir un générateur CEDA qui était d'abord utilisé pour faire des tests, et ensuite une interface qui s'appelle RICIP, qui permet finalement de masquer la complexité du CEDA à l'archiviste et de préparer ces paquets d'archives en amont du versement dans le SAE. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, mais l'enjeu est toujours majeur de pouvoir simplifier la collecte et de facto le versement dans le système d'archivage. Un autre enjeu, c'est de faciliter l'interopérabilité. Pour ceux qui ont déjà eu à connecter ou interconnecter des flux automatisés issus d'applicatifs, la communication entre l'applicatif et le système d'archivage électronique nécessite à un moment donné qu'ils communiquent entre eux. Donc il doit à un moment donné communiquer en CEDA, vu que c'est le paquet entrant accepté par les systèmes d'archivage électronique. Et bien souvent, on met en place des flux spécifiques entre un applicatif et le SAE. Donc plutôt que d'avoir, dans le module de collecte, plutôt que d'avoir à chaque fois un flux applicatif qui doit verser dans le SAE, le module de collecte va permettre finalement de minimiser finalement la génération du paquet d'archives en disant au système d'information qui doivent se connecter, envoyez vos données, et c'est au module de collecte qui se chargera de préparer le paquet d'archives et de l'envoyer dans le SAE, donc avec la conformité CEDA qui est attendue par le SAE. Donc il y a eu un ancêtre RICIP pour faciliter un petit peu la collecte d'archives manuelles. Néanmoins, sur le flux automatisé, tout était un petit peu à faire. Donc on a commencé à travailler sur la collecte en amont du versement avec le défi CEDACOR, qui était un défi qui devait se tenir pendant 10 mois, où on a pu bénéficier de la présence d'une développeuse et d'un designer, axé sur une problématique assez particulière. On voulait pouvoir non plus avoir un archiviste qui verse dans le SAE de manière facile, mais aussi un nouvel interlocuteur qui est le service producteur, et pour lequel on s'était dit, RICIP, c'est trop compliqué pour lui, il n'arrivera pas à saisir son bordereau de versement dans l'outil, il faudra encore du contrôle du service d'archives avant d'envoyer le paquet dans le SAE. Donc la problématique, c'était, j'ai un service producteur, je veux lui proposer des interfaces simples, ergonomiques, sans XML, pour qu'il puisse verser ses arborescences bureautiques au service d'archives. Donc sur ces 10 mois, il y a eu toute une phase d'analyse des pratiques
une rédaction des personas, c'est ce que vous voyez à gauche, donc un persona service producteur avec son âge, son histoire, ses caractéristiques, son niveau de connaissance aussi de l'archivage électronique, et Sophie, l'archiviste, donc qui elle aussi, on a défini son persona avec son âge, son histoire et son niveau de compétence sur ces sujets-là. Il y a eu aussi une phase d'analyse des outils, donc RICIP, Archifiltre, Gédéon, Octave et TSV, et à l'issue de ces 10 mois a été livré un prototype, c'est-à-dire pour vérifier qu'on arrivait avec des interfaces simples de pouvoir procéder à des échanges facilités entre le service producteur et le service d'archives dans une volonté de dialogue. Dernier élément, sur ce prototype-là aussi, on s'est focalisé sur le versement d'une arborescence bureautique. On a évacué tous les sujets liés au versement de messagerie électronique ou toute autre chose. Voici une autre slide donc, qui vous montre un petit peu la modélisation des échanges entre Patrick et l'archiviste Sophie. Et tous les échanges avant, donc en phase vraiment en amont du versement vers un système d'archivage électronique que vous voyez plus à gauche. Plus à droite, excusez-moi. Donc, et après ça, donc, on a eu à l'issue des 10 mois, donc c'était à l'été 2021, on a eu un prototype, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas interfacé avec nos interfaces Vitamui. Donc l'objectif, c'était de pas finalement avoir un prototype jetable, mais plutôt de pouvoir l'intégrer à nos produits qu'on maintient et qu'on publie régulièrement. Donc on a obtenu un financement via France Relance et le service du numérique du ministère de la Culture qui visait finalement un double objectif, c'est de pouvoir finalement reprendre ce prototype et clôturer la dette technique en l'intégrant tel quel dans nos interfaces Vitamui, de manière à avoir un usage déjà simple de collecte d'archives en amont du versement dans Vitam. Et on ne s'est pas arrêté là, l'idée c'était finalement, plutôt que de s'en tenir au prototype, c'était d'avoir un module de collecte complet qui permette donc via Vitamui de verser manuellement des archives et de permettre à un service producteur de communiquer avec un service d'archives. L'idée, c'était aussi de permettre, via ce module de collecte, aussi d'interfacer des applicatifs à Vitam, de manière à ce qu'ils versent des données plus ou moins brutes en fonction de leur format de sortie, à charge du module de collecte de générer le paquet d'archives conforme au CEDA, donc en XML en sortie. Donc ça a été finalement la suite du projet, c'est d'accord, ça a été un projet finalement encore, vu qu'il y a eu d'abord encore une phase d'analyse avec des échanges avec des utilisateurs de la solution logicielle Vitam qui avaient déjà mis en place des connecteurs, donc notamment le CEA et l'INPI. Il y a eu toute une phase de conception technique et d'architecture, parce que l'idée c'était finalement d'industrialiser le prototype, donc de lui faire une partie back-office de stockage des objets, des bases de données, et de voir à faire ça le plus simple possible, dans la mesure où, une fois que c'est intégré au produit Vitam, il faut le maintenir dans le temps. Donc l'idée, ça a été finalement de voir quels composants on réutilisait, et le choix a été fait d'utiliser au maximum des modules qui existaient déjà dans la solution logicielle Vitam. Et à partir de ça, on a aussi constitué un backlog avant de faire partir les développements à l'automne dernier. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous récapitule un petit peu où se place le module de collecte, qui est optionnel. Il est positionné en amont du cœur Vitam, dans le back-office Vitam, donc il est optionnel et il comporte sa propre base de données et son propre espace de stockage. Il faut penser au module de collecte comme une file d'attente, finalement, ou un espace tampon, où on n'a pas encore pris la responsabilité de la conservation des archives. Donc ce module de collecte, il peut communiquer donc avec des systèmes d'information, donc un SI RH par exemple, un SI comptable, qui peuvent envoyer leurs données brutes et les fichiers dans le module de collecte, ou pas du tout, en fonction de vos usages. Peut-être que vous avez un SI qui génère déjà en sortie des paquets conformes au CEDA. Donc dans ces cas-là, libre à lui d'envoyer directement ces SIP dans le cœur Vitam. À côté de ça, on va avoir donc dans Vitamui une app dédiée à la collecte où l'utilisateur finalement va se connecter à Vitamui, verser des arborescences bureautiques et à terme d'autres types de documents. Et ça sera à Vitamui, une fois la clôture du versement et les échanges entre le service producteur et le service d'archives concluant, et surtout que l'archiviste a dit c'est bon, j'ai bien l'ensemble des documents que tu m'annonces et je suis d'accord sur la description que tu m'as faite, j'accepte le versement. Et à ce moment-là, c'est l'app collecte qui va envoyer les données, donc Vitamui qui va envoyer les données dans le module de collecte, et c'est le module de collecte qui va générer les paquets d'archives
et les envoyer dans Vitam pour conservation intermédiaire ou définitive avec toute la traçabilité qui va bien. Donc là, je vais passer rapidement, c'est un petit schéma d'architecture. Grosso modo, en V5, pour simplifier, on a surtout développé les API et les espaces de stockage et bases de données du module de collecte et un premier dialogue via API pour pouvoir verser des données dans le module de collecte. Je passe rapidement. Donc les mécanismes mis en place, dans cette slide-là, vous allez voir les différentes transactions, donc les différents envois d'API qu'on peut faire via le module de collecte. Donc créer une transaction. À la suite de ça, ça va générer un enregistrement dans une base de données qui s'appelle Collect, et la collection Collect plus précisément. Donc, dans cette transaction, on va envoyer finalement les métadonnées contextuelles qu'on retrouve en en-tête d'un bordereau de versement, donc service producteur, contrat d'entrée, etc. Et ensuite, à cette transaction-là, on va créer des unités archivistiques. Donc, imaginez votre arborescence bureautique, on va faire à chaque fois un envoi, enfin, la machine va faire un envoi unitaire avec mon unité archivistique racine, les sous-niveaux, etc., à chaque fois de manière unitaire, et ça va donner lieu à un enregistrement dans une collection particulière propre au module de collecte. Et ensuite, à ces métadonnées descriptives et de gestion, on va associer des métadonnées techniques et des fichiers numériques. Donc ça va être les deux requêtes suivantes. Création des métadonnées techniques, un troisième envoi via requête API, un enregistrement en base de données, et ensuite, quatrième étape, envoie des objets binaires, et là, ça va être enregistrement sur l'espace de stockage qui est dédié au module de collecte. Et une fois qu'on a fait finalement ce petit tricot, si je puis dire, ou que l'application qui verse dans le module de collecte a fini ses envois unitaires d'archives et d'objets, on va clôturer la transaction. Donc finalement, le paquet d'archives, on va dire c'est bon, il est complet, j'ai tout ce qu'il faut, et on va passer un dernier appel API qui va permettre finalement de récupérer l'ensemble des informations envoyé dans le module de collecte en base de données sur les offres et qui va finalement générer le paquet d'archives avec le manifest.xml, le répertoire content avec les objets binaires, et ça va être envoyé sous forme de SIP, donc avec du XML CEDA, dans Vitam. Alors, je vais vous faire une petite démonstration, et pour ce faire, je vais vous expliquer un petit peu, avant de vous montrer des écrans noirs, ce que je vais essayer de vous montrer. On va créer un en-tête de bordereau de versement, finalement, donc via une transaction. Vous allez penser que je suis une machine, que je suis un SI qui génère des bulletins de salaire et qui va envoyer mensuellement des bulletins de salaire. Donc je suis un SI qui est géré par la RATP et je vais envoyer des bulletins de salaire pour le mois de janvier 2020. Je vais en faire juste un seul envoi, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Ce n'est pas l'humain qui va le faire, bien sûr. Ensuite, je vais avoir une unité archivistique racine, donc qui va reprendre un petit peu les informations qui sont dans l'en-tête. Je vais verser des bulletins de salaire de janvier 2020. Je vais taguer. Je vais avoir quelques tags, la paie, salaire, bulletin, c'est des mots-clés. J'ai mis une date de début, une date de fin, donc 1er janvier, 31 janvier. Des règles de gestion, DUA et communicabilité, avec une date de départ à la fin du mois, parce que je pars du principe que mes bulletins de salaire, ils sont générés et envoyés dans le module de collecte quasiment tout au long du mois. Et je clôture et je vais envoyer en fin de mois dans le SAE mes paquets d'archives. Et ensuite, j'ai une seconde unité archivistique qui est en dessous, où j'ai un premier bulletin de salaire, celui de Monsieur Dupont, avec une cote qui est générée par le SI, et pas de règles de gestion, et des métadonnées techniques associées, et surtout un fichier numérique associé. Donc, je vais passer maintenant sur Visual Studio Code. Donc, je vais faire la première requête qui est finalement créer les métadonnées contextuelles. Donc, dire attention module de collecte, je crée une transaction parce que je vais vouloir t'envoyer des bulletins de salaire pour janvier 2020. Donc là, pareil, je suis la RATP, j'envoie à Vitam, qui est le service d'archives, et j'ai mis un contrat d'entrée qui existe. Donc je vais envoyer la requête. On voit que ça s'est bien passé, j'ai un enregistrement en base. Je vais récupérer l'identifiant de la transaction. C'est ce qui va permettre de faire finalement le lien entre la transaction et toutes les unités archivistiques que je vais mettre dans le paquet, en fait, à chaque fois. Donc je vais la passer en variable, et ensuite je vais créer mon unité archivistique racine, donc bulletin de salaire de janvier 2020 avec mes règles de gestion. Communicabilité, DUA. Et donc je vais créer cette unité archivistique. On voit qu'elle a été créée, le résultat est un succès. Je vais récupérer son identifiant pour faire le lien avec l'unité archivistique de niveau inférieur.
Donc je vais associer maintenant finalement le bulletin de salaire de Monsieur Dupont. Donc pour ce faire, je peux faire matérialiser des liens. Alors là, il faut penser que je suis la machine, hein, qui sait qu'elle a envoyé une première unité archivistique, elle a eu un retour, elle a récupéré l'identifiant, et du coup, elle va mettre un premier bulletin de salaire dans l'arborescence pour les bulletins de salaire du mois de janvier. Donc on va envoyer la requête. Donc ça s'est bien passé également. Ensuite, je vais associer mon fichier numérique, parce que bulletin de salaire, il ne suffit pas d'avoir les métadonnées descriptives, bien sûr, il faut un fichier numérique. Donc pour ce faire, envoyer les métadonnées techniques, il faut passer en variable. Je vais associer les métadonnées techniques à une unité archivistique, de manière à ce que le fichier numérique, finalement, de M. Dupont soit bien associé à la bonne unité archivistique, ce qui est assez logique, il faut y penser. Bon, c'est l'application qui le fait logiquement, bêtement pour nous, hein. Alors, je vais créer, donc c'est la 4e requête, je vais créer un groupe d'objets techniques où j'ai mis finalement juste le nom du fichier. Donc, fichier avec un nom qui est généré automatiquement par l'applicatif. Il faut s'arrêter là pour les métadonnées techniques. Ça a bien été créé. Alors, pour cela, je vais quand même vous montrer le résultat en base de données. Donc, je vais en base de données dans la collection Metadata Collect et Objet Group. Parce qu'après, je vais vous montrer ce que peut faire le module de collecte après envoi de l'objet binaire. Voilà, donc vous voyez l'enregistrement. Donc on est dans les métadonnées techniques. Il m'a juste enregistré le nom du fichier et le poids est égal à 0. Parce que pour le moment, le fichier .pdf, il n'est pas connu, du module de collecte. Donc c'est bien sûr la prochaine étape que je vais faire. Je vais envoyer le fichier numérique qui correspond au bulletin de paye. Donc là, pareil, énième requête, donc avec un point d'API particulier. Ça s'est bien passé. Je vais revenir sur ma base de données, je vais rafraîchir. Et là, vous voyez qu'il y a eu de l'ajout d'informations sans trop réfléchir. C'est calculé par le module de collecte. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait de l'identification de format. Il m'a fait un calcul d'empreinte. Il m'a fait un lien, pour le futur rangement dans le répertoire du fichier numérique. Et il m'a fait un calcul, je n'arrive plus à remettre la main dessus, il m'a fait un calcul du poids, pourquoi je le vois pas? Ah si, size, excusez-moi, size 45. Donc il m'a calculé aussi le poids du fichier. Je n'ai pas à le faire en amont, je n'ai pas besoin de demander à mon service producteur qui est producteur du SI de me faire ces actions-là en sortie du SI. Donc il faut imaginer que je n'ai pas envoyé qu'un seul bulletin de salaire, que mon SI a envoyé plusieurs bulletins de salaire qui ont été réalisés pour janvier 2020. Une fois que l'ensemble de ces bulletins de salaire ont alimenté finalement la transaction, je vais clôturer la transaction pour dire là, stop, je ne veux plus aucun bulletin de salaire et surtout pas ceux du mois suivant. Donc je clôture. 5e requête. Ça s'est bien passé. Et ensuite, envoi de la transaction. Donc là, c'est là où finalement, via l'identifiant de la transaction, le module de collecte va générer un paquet d'archives et l'envoyer directement dans Vitam. Donc j'appuie sur la requête. Ça s'est bien passé, a priori, et je peux voir mon résultat sur mon tenant dans Vitam UI. Donc l'enregistrement s'est bien passé. Je vais récupérer juste l'identifiant de l'opération et je vais aller consulter le résultat quand même en recherche pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez que mes 2 unités archivistiques sont bien présentes. Et si je clique sur le bulletin de salaire de M. Dupont, je peux télécharger le document si je le souhaite. D'accord ? Donc là, je vous ai montré, simulé, finalement, c'est un applicatif qui verse. Nous, archivistes, dans cette optique-là, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire? Parce que finalement, c'est l'applicatif qui est censé faire ça. Néanmoins, nous, il nous reste toujours à dire qu'est-ce qu'on attend dans le SAE, finalement. Donc au moment où on intervient, en tout cas, pour spécifier finalement les attendus du paquet d'archives, il faut toujours, inversement de SI, finalement, il faut toujours se dire c'est un projet dans le projet où il faut spécifier les métadonnées qu'on attend, la fréquence des versements, la granularité, l'arborescence,
la définition des dates de début, dates de fin et règles de gestion qui vont bien aussi pour s'éviter de voir le faire dans le SAE. Et voilà ce que j'avais à peu près à dire en guise de conclusion. Voilà, et je vais passer la main du coup aux ministères sociaux. Merci Marion, c'est bon, ça marche. Alors attends, il faut juste que je récupère le fichier. Hop. Est-ce que c'est en plein écran? Oui. Et est-ce que ça passe bien, Alice, du coup, elle est où, Alice? Est-ce que ça passe bien dans le Starleaf là? J'ai un doute. Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Alors, du coup, Méline Cournil, qui est chef de projet VAS au ministère sociaux, et moi, qui suis adjointe à la chef du bureau des archives, on va vous présenter, faire un peu une rétrospective de la stratégie qu'on a eue. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'on l'a inventée comme ça dès le début, en imaginant 5 ans après, mais c'est un peu un retour sur ce qui s'est passé, pourquoi on l'a fait, quelles sont les étapes qu'on avait imaginé dans notre stratégie, qui nous amène maintenant à verser autant dans Adamant que dans VAS, donc de toute façon dans Vitam. Et ce qui est complémentaire de ce que Marion a présenté, parce que là, on est sur un processus plutôt manuel, qui vous montre ce qu'on est déjà capable de faire et qui est un peu en amont du module de collecte, quand il arrivera, qui permettra de le faire de manière automatisée. Donc là, on va vous montrer l'équivalent du processus automatisé de Marion, mais mis en place au ministère sociaux depuis quelques années. Donc c'est une stratégie qui a été mise en place grosso modo depuis les 5 dernières années. Donc on va vous présenter un petit peu les différentes étapes de cette stratégie. Encore une fois, on ne l'a pas inventée comme ça dès le début. Elle s'est mise en place de manière un peu pragmatique, mais ça nous permet de vous présenter quelles ont été ces différentes étapes. Et puis, on va revenir sur quelle est notre offre de service au sein des ministères sociaux, comment on intervient, à quel moment on intervient et quelles sont nos prestations, entre guillemets, en interne. Et puis, dresser un petit bilan sur le résultat auquel on est arrivé en 2022, à partir voilà, qu'est-ce que cette stratégie nous a permis de faire en 2022. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment la façon dont nous on l'a imaginé, mais pour vous montrer que c'est possible, parce qu'à la fin on a quand même des versements qui rentrent dans Adamant et dans VAS, donc ça c'est quand même la finalité à laquelle on espérait arriver et qui fonctionne, mais c'est pas du tout un modèle, hein, c'est juste notre petit retour d'expérience. Donc tout a commencé il y a 5 ans. Comme tout le monde, on s'imaginait que pour faire de l'archivage électronique, il fallait un SAE. Enfin, c'est ce qu'on nous avait appris dans nos cours d'archivistique. Donc, on s'était dit, on fait des demandes, on fait des notes. Évidemment, il n'y avait aucun retour. Et puis, on a eu une petite transition dans notre stratégie à ce moment-là. C'est qu'on s'est dit, puisqu'on n'arrive pas à justifier de l'intérêt de l'archivage électronique, on va collecter. Et on va montrer l'importance d'avoir un système sécurisé qui maintienne la valeur probante, enfin tout ce qu'un système d'archivage électronique fait très bien. Et il y a 5 ans, on a ouvert les vannes. En 2017, on a eu les remaniements ministériels. Et contrairement aux années précédentes où on était un petit peu méfiant sur les versements électroniques, on commençait à en avoir. Hein, il y en avait quelques-uns qui rentraient. Là, on a été vraiment à l'initiative d'énormément de versements. Donc, on a collecté des grosses masses de documents de cabinets ministériels et qui ont une importance aux yeux de tout le monde. Donc, c'est aussi ce qui nous a permis après d'asseoir notre stratégie. Et c'est pour ça que ça s'est vraiment formalisé depuis les 5 dernières années. Donc, ce qui s'est mis en place progressivement, c'est assez classique. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça a été donc d'intervenir sur l'âge des archives courantes en conseil et en accompagnement, d'intervenir sur les différents types de production de données électroniques, donc autant en bureautique que sur des données de SI, que dans des données de messagerie, mais aussi tout ce qui est GED, SharePoint, espace collaboratif, etc. Donc progressivement d'intervenir sur tous les espaces. D'avoir donc conseil auprès des services, accompagnement sur cette phase-là des archives courantes, de procéder à une sélection pour passer aux archives intermédiaires. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel.
et d'avoir ensuite la phase de préparation et transfert des paquets aux archives nationales pour la partie qui rejoint les archives définitives. Jusque-là, tout le monde s'y retrouve. On a eu en même temps la structuration de notre système d'information archivistique qui était d'abord pour les archives papier, qu'on a étendu progressivement aussi aux archives électroniques. Donc on a un système d'information qui couvre la partie courante et intermédiaire. Et puis on a ensuite le système de gestion des archives nationales, le SIA. Et puis, du coup, le lieu de conservation, il y a 5 ans, c'était les systèmes d'information eux-mêmes, c'était les serveurs bureautiques des services quand c'était sur serveur, et puis parfois même sur les postes des agents directement pour tout ce qui était la partie bureautique et la partie messagerie. Et puis, on avait le projet Adamant en perspective pour les archives définitives. Et nous, les archivistes, on intervenait sur toutes les phases, mais on n'avait pas d'outils. Donc, on savait qu'il fallait intervenir, mais comment? Donc ça, c'est les points d'interrogation. Vous allez voir qu'on a progressivement rempli cette partie. Alors la première étape, je suis passée vite sur le... Ouais, parce qu'en fait, la première étape, c'est qu'on a d'abord ouvert un espace de stockage, un serveur de stockage, qu'on appelle Archstock. Il est aussi accompagné de son petit copain Archtrans, parce que du coup, on s'est rendu compte qu'avant le serveur de stockage, il nous fallait aussi un serveur de transfert sur lequel on allait pouvoir déposer les versements des services. Donc ça a été notre première étape. On a ouvert un espace de stockage pour réaliser cette collecte. Alors, ce n'est pas du tout de l'archivage, c'était de la collecte pour avoir du volume, pour justifier ensuite notre demande. Donc ça a été la première étape en termes de conservation, c'était d'ouvrir cet espace et puis de pouvoir l'augmenter au fur et à mesure de nos versements, puisque au début, on avait demandé 1 téraoctet, et puis là, on est à 5 téraoctets. Donc progressivement, on a augmenté les espaces, mais au début, on a demandé assez petit, et puis quand le besoin s'est fait sentir, on l'a augmenté. Et puis, du coup, la deuxième étape, ça a été d'outiller toutes les étapes du processus où l'archiviste a besoin d'être aidé pour faire ses actions d'archiviste, donc la sélection, la préparation des paquets, etc. Et donc, nous, on a commencé à le faire en utilisant, dans un premier temps, les études Cyclades. Donc, c'est les études qui ont été réalisées, inventées par le ministère de l'Agriculture, qui a bien voulu nous faire disposer de son modèle très utile pour faire de la sélection sur les systèmes d'information. Donc, on a pu accompagner le cycle de vie des données dans les systèmes d'information. Ça nous a permis de faire cette étape de sélection des archives au niveau archives courantes, on va dire. C'est pour ça qu'on s'est lancé aussi dans le développement d'archifiltres, d'abord pour les documents et ensuite, là, depuis l'année dernière, pour les mails, parce qu'on était face à la problématique qu'on ne savait pas sélectionner, on ne savait pas identifier ce qui était à verser, ce qui était à conserver, à décrire, etc. Donc on a rajouté un outil pour nous aider dans cette étape-là pour réaliser la sélection. Et puis après, on a eu effectivement la partie préparation des paquets pour le transfert aux archives nationales, avec Archifiltre qui nous sert comme identifiant et puis pour décrire, et puis évidemment Recip qui est le bout de la chaîne pour réaliser les SIP au bon format CEDA attendu, que ce soit pour les archives nationales ou pour l'archivage intermédiaire. Donc petit à petit, on a rajouté en fait ces petites briques pour nous outiller, que ce soit pour les documents, les messageries, les données des systèmes d'information et des données type SharePoint, GED, etc. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais là, on était sans système d'archivage électronique. Hein. Du coup, on n'en avait pas encore. C'est à ce moment-là qu'on a réussi à expliquer que nos téraoctets de données collectées, quand il s'agissait d'archives des cabinets ministériels qui ont géré la crise Covid et tout ce qu'on a géré, finalement, ça a été beaucoup plus simple d'obtenir gain de cause. Ça tombait bien. À ce moment-là, on avait justement Vitam qui arrivait avec l'offre VAS. Et du coup, je te laisse la parole pour la suite. Oui. Et du coup, depuis septembre 2021, on a un système d'archivage électronique intermédiaire, donc VAS, dans lequel on peut donc conserver nos données électroniques intermédiaires, mais en amont de ce SAE VAS, on a conservé quand même le serveur Archtrans et le serveur Archstock. Donc Archtrans, notre quai de déchargement en gros, où les directions viennent déposer les versements d'archives électroniques. Archstock, où on fait le transfert
des versements électroniques pour les conserver sur un espace sécurisé en termes de gestion des accès. Et puis, à partir de ce serveur Archstock, on fait une reprise de données pour entrer les versements dans VAS. Donc, on conserve nos 2 serveurs, mais on a ce SAE intermédiaire pour lequel on a entamé le travail de reprise de données, dont on parlera juste après. Et puis du coup, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais effectivement, on va jusqu'au bout de la chaîne avec des versements dans la demande qui fonctionnent. On vous expliquera aussi dans le détail pour ça. Donc la dernière nouveauté, ça a été l'ajout de cette brique SAE, mais vous voyez qu'en fait, elle vient dans un écosystème qui fonctionnait déjà et qui a finalisé le processus jusqu'au bout. Mais finalement, si on avait eu VAS qui était arrivé alors que tout le reste n'était pas mis en place, on n'aurait pas été capable de verser. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on a fait en amont, en se disant on le fait parce qu'on n'a pas de SAE, et on était un peu déçus de ne pas en avoir, hein, il faut se l'avouer, et ben c'est ce qui nous a permis d'être prêts le jour où on a eu un SAE pour pouvoir entrer des données, ce qui n'est pas non plus hyper facile, on ne le fait pas en un claquement de doigts encore, mais c'est faisable, et ça fonctionne. Donc du coup, on est plutôt content d'avoir fait les choses dans cet ordre-là finalement, parce que c'est ce qui nous permet maintenant d'aller jusqu'au bout de la chaîne. Alors l'offre de service plus en détail de la mission pour tous ces aspects-là, bon, bah, encore une fois rien d'extraordinaire, hein, c'est qu'on intervient du coup en amont de la création des données pendant et à la fin. Donc pour en amont, c'est toi ou c'est moi? C'est moi et après toi c'est les données vivantes. Donc en amont, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du coup tout ce qui concerne le cycle de vie des données dès le lancement d'un projet avec les études Cyclades. On remercie nos collègues de l'agriculture tous les jours pour pouvoir utiliser cette étude qui est vraiment très très utile et qui nous a permis d'être inscrits dans la méthodologie de projet des ministères sociaux, c'est-à-dire que l'étude sur le cycle de vie fait partie des étapes indispensables pour bien gérer un projet de SI. Donc ça, c'est sur la partie système d'information. Ça nous arrive de plus en plus d'intervenir sur des expertises dans le cadre des AIPD, les autorisations, les analyses d'impact qui sont relatives à la protection des données. Donc c'est vrai que le RGPD nous a ouvert pas mal de champs. On peut intervenir aussi en réflexion sur le modèle des données quand on est sollicité sur des systèmes d'information. Et puis préconiser dès l'amont l'intégration de modules de purge ou d'export /archivage quand on est associé suffisamment en amont. Pour les espaces collaboratifs, les SharePoint, classiquement, on intervient pour proposer des plans de classement type. Et puis, on a des travaux en cours sur l'export des données, notamment pour la partie métadonnées techniques, quand il y a des évolutions sur les espaces de type SharePoint qui sont très utilisés au ministère. Et puis, pour la bureautique, toute la partie bureautique, on élabore des plans de classement et puis on intervient pour proposer des règles de nommage, enfin vraiment très, très classique dans la panoplie de l'archiviste. Mais qui nous permet, quand on est sollicité en amont, de préparer ça le plus tôt possible. Quand les données sont vivantes, alors on intervient pour les systèmes d'information toujours avec l'étude Cyclades pour les SI en production qui nous auraient échappé, qui n'auraient pas pu être étudiés lorsqu'ils étaient en phase projet. Et on fait aussi des préconisations concernant la pseudonymisation ou l'anonymisation de données à caractère personnel qui n'auraient pas vocation à être conservées longtemps dans le SI. Donc voilà, on intervient plus avec des préconisations sur ce sujet-là. Dans les espaces collaboratifs SharePoint, on accompagne les services s'ils ont besoin de mise à jour de plans de classement, de conseils dans ce sens-là. Côté bureautique, on propose aux services d'analyser leurs serveurs grâce à Archifiltre, ce qui nous permet derrière de les accompagner dans des tris, des réorganisations de leur arborescence, de mettre à jour des plans de classement, également d'identifier des répertoires qui seraient à éliminer ou à verser. Et puis on les accompagne aussi sur les règles de nommage. Et concernant les messageries, on est plus sur la diffusion de bonnes pratiques, sur l'organisation et le classement de la messagerie, sur le rappel que c'est un outil professionnel mis à disposition des agents et qu'on insiste sur la création d'un répertoire perso qui permet plus facilement d'éliminer les données personnelles quand on est amené à les collecter derrière. Les messageries, pas les données personnelles. Et du coup, lors de la fin de vie des données et donc la préparation de l'archivage, on intervient aussi donc différemment sur les 4 types de production de données. Sur les systèmes d'information, on peut aussi intervenir en expertise sur la durée de conservation quand on n'a jamais vu les systèmes avant,
quand ils nous ont jamais sollicité au moment de la phase d'étude ou pendant la durée de vie. On peut être sollicité pour faire une analyse du cycle de vie quand elles sont terminées. C'est un peu plus compliqué, mais c'est pas trop tard. On a mis en place toute une procédure de décommissionnement dans laquelle la mission des archives est intervenant obligatoire, c'est-à-dire qu'on valide tout décommissionnement de systèmes d'information. C'est grâce aussi aux études Cyclades qu'on a pu faire reconnaître cette expertise. Et puis, on réalise des exports pour pouvoir réaliser des versements dans notre système d'archivage électronique. L'interconnexion, c'est en projet, mais on n'a pas encore d'exemple. Et puis, bien sûr, on encadre les éliminations. Enfin, vraiment, je dis des choses très, très basiques, hein, mais ça fait toujours bien de le restructurer. Pour les espaces collaboratifs et SharePoint, donc on a mis en place une procédure d'export pour versement et aussi une procédure d'élimination de décommissionnement. Jusqu'à maintenant, ils étaient gardés et puis ils transféraient d'un SharePoint à un autre à chaque fois. Donc là, on a enfin une procédure qui fonctionne avec des décommissionnements qui sont effectifs. Et pour la bureautique, pour la messagerie, on réalise des versements, des éliminations. Enfin, ça, c'est vraiment très, très classique quand les données ont fini d'être produites. Et donc, à quel résultat ça nous a permis d'arriver cette année? Je te laisse terminer. Du coup, si on fait un état des lieux, si on a fait un état des lieux en début 2022, donc on s'est aperçu qu'on avait collecté donc en janvier 2022 480 versements d'archives électroniques qui ont été collectés depuis qu'on a mis en place tout le process présenté précédemment, sachant que tous ne sont plus sous notre responsabilité et certains ont été transférés aux archives nationales donc dans la demande puisqu'ils poursuivent leur cycle de vie. Et donc, nous avions en début d'année 5,27 téraoctets sur notre serveur de stockage. Et c'est en janvier également qu'on a lancé le début du chantier de reprise de données d'Anvas, chantier auquel ont été associés les 8 archivistes de la mission et une apprentie, qui ont été accompagnés grâce à des fiches procédures et à des ateliers de formation. Mais c'est en s'y mettant tous ensemble qu'on a pu verser 1,8 téraoctets dans VAS. Donc on voit sur le graphique que c'est à partir du mois de janvier, quand tous les archivistes de la mission ont été associés, que la courbe de la volumétrie dans VAS augmente fortement. Donc ça nous donne effectivement une force d'action plus grande. Et donc, se trouve dans ce SAE intermédiaire essentiellement des messageries et puis un export de SI et un fond vidéo sur lequel je vais revenir juste après. Ce qui fait que sur notre serveur de stockage, on n'a plus que 4,3 téraoctets. Entre-temps, il y a des nouveaux versements qui arrivent, puisqu'on a notamment les archivages cabinets. Mais du coup, ce travail ce chantier de reprise de données, c'est un travail au long cours qu'on a besoin d'articuler avec nos autres chantiers de la mission, et pour lequel il a fallu faire des choix. Donc on s'est concentré sur le versement des messageries, puisqu'il y avait un enjeu relatif aux données personnelles et qu'on ne voulait pas les conserver trop longtemps sur notre serveur de stockage. Et puis sur le versement d'un export SI et d'un fond vidéo, parce qu'il y avait des opportunités. Et donc, et ce qu'il y a à noter, c'est que du coup, l'espace libéré grâce aux versements d'Anvas qui ont fonctionné nous ont permis d'accueillir les nouveaux versements sans demander d'espace supplémentaire. Donc on est enfin arrivé au moment où on ne demande plus d'espace en plus sur notre serveur de stockage. C'est à préciser parce que c'était quand même dans nos objectifs. Et donc, on va revenir sur l'exemple du système d'information Contix Plus qu'on a versé dans VAS en début d'année. Donc un SI de gestion des contentieux des ministères sociaux qui a été décommissionné en 2020. Donc comme décommissionnement, il n'y avait pas de sujet interfaçage. Donc ce SI était composé d'une base de données et puis de l'enregistrement des pièces jointes qui étaient reçues dans le cadre des contentieux, donc à peu près pour 480 gigaoctets. Donc la direction du numérique nous a mis à disposition l'export de la base de données et les pièces jointes sur notre serveur ArchTrans. Et donc on a fait des imports dans VAS, donc un versement avec la base de données et toutes les métadonnées relatives au contentieux, et puis des versements des pièces jointes en faisant un versement par année. Donc en fait ça s'est revenu grâce à l'export qui a été réalisé par la direction du numérique à un versement de bureautique. Pour lequel, donc j'ai précisé en dessous la méthodologie, on a découpé par année pour faire un versement par année à l'entrée d'Anvas, qui nous permettra de faciliter les éliminations derrière.
Donc une fois qu'on avait découpé par année, on importait dans Archifiltre et puis on exportait l'export CSV compatible avec Recip d'Archifiltre afin de l'enrichir, de mettre à jour des métadonnées en masse, voilà, de faire des modifications et des ajouts de métadonnées. Et puis on importait ce CSV dans Recip pour constituer notre paquet d'archives et ensuite on l'importait dans VAS. Après, comme on peut le voir sur le graphique, les années 2017, 2018, 2019 étaient plus volumineuses que les autres et trop volumineuses pour rentrer en un seul SIP le seuil d'entrée dans VAS. Du coup, la technique de versement en multi-SIP a été utilisée afin de rentrer plus facilement ces données et pour que ça soit plus structuré à l'intérieur du SAE dans l'arborescence. Et enfin, donc on a versé un fonds vidéo. Donc, pour rappel du contexte, à l'été 2018, c'était la panthéonisation de Simone Veil et donc était organisée au ministère des Solidarités et de la Santé une exposition pour laquelle avaient été recueillis des témoignages de ses anciens collaborateurs, à la fois des membres de son cabinet, des hommes et des femmes politiques, mais aussi des agents de l'administration, rédacteurs de cabinet, cuisiniers, maîtres d'hôtel, qui évoquaient leurs souvenirs de travail avec Simone Veil. Les livrables réalisés lors de cette exposition, enfin les vidéos livrables ont été donc versées dans Adamante et les rushs, eux, ont été versés dans VAS, toujours avec cette même méthode de versement en multi-SIP, puisque comme on était sur des vidéos, c'était trop lourd pour passer le seuil d'entrée dans VAS. Donc voilà pour les deux chantiers, en plus des messageries du coup, qui nous ont occupés, donc système d'information et fonds vidéo. Et donc, comme il a fallu prioriser, on a repoussé le versement de la bureautique d'Anvas à un peu plus tard, parce qu'on estime que ça nécessite de faire des ateliers au sein de la mission sur le traitement et la finesse de description, de reclassement, d'analyse dans le cadre du versement d'archives électroniques intermédiaires, jusqu'où on va. Donc ça serait intéressant d'en discuter tous ensemble. Et puis ça sera plus confortable à faire quand on aura les évolutions de l'IHM Vitamimi sur l'arborescence. Donc ça nous a permis de faciliter notre priorisation. Voilà ce que vous pouvez vous présenter sur cette stratégie de collecte qui s'est construite peu à peu. Et du coup, oui, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était vraiment le fait que, en ajoutant ces petites briques qui avaient l'air de pas grand-chose au fur et à mesure, ça nous, quand même, en 2022, ça nous permet d'avoir un système qui est opérationnel, qui va s'améliorer quand on aura le module de collecte, quand on aura des choses qui vont permettre d'automatiser. Et puis, on est en train d'améliorer des choses dans Archifiltre aussi pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que ça fonctionne. Et le projet que Méline a mené au sein de la mission d'accompagnement de l'ensemble des agents a fonctionné sur tous les archivistes de la mission, quel que soit leur profil. C'est-à-dire que c'est un système dont tout le monde s'est emparé et pas uniquement les archivistes qui étaient a priori à l'aise sur le numérique. Donc c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné et dont on est content parce que ça a été plusieurs années de travail et du coup, merci à tous nos partenaires qui ont permis aussi d'arriver à tout ça, parce qu'on ne fait évidemment pas ça tout seul. Merci beaucoup. Mais on est à peine en retard. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On peut quand même prendre le temps de... Est-ce que vous avez des questions à poser entre le module de collecte et l'expérience de la collecte aux ministères sociaux? Ouais. Oui, je ne sais pas si tu as donné l'information, mais est-ce qu'il y a une échéance pour le module de collecte? Alors, une échéance, il y a toujours des développements en cours, parce que donc là, je vous ai montré la partie API, on est en train de développer des interfaces, donc je vous présenterai un petit peu demain. On a des échéances plutôt budgétaires, parce que le budget est plutôt sur 2022, en raison du financement France Relance. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il restera beaucoup d'évolutions, très certainement, du module. Et là, il faudra voir comment on finance budgétairement les évolutions front office, back office. Quand Marion dit demain, c'est parce qu'il y a une multilatérale, c'est-à-dire que c'est des types de réunions pour les membres du club utilisateur. Tout le monde n'est pas concerné, Marion, ou on l'explique quand on en parle.
Les membres du club utilisateur, on a toute une comitologie entre des multilatérales techniques et fonctionnelles. Et donc demain après-midi, on en profite pour présenter un peu plus encore que ce matin ou cet après-midi les nouveautés des différentes versions et les travaux en cours.